Cette semaine, on va faire les choses un peu différemment parce que je vais vous parler d'un film qui n'est pas encore sorti au cinéma. Comment je vais faire? Ben, j'ai lu le livre. Au complet. Tout. Oui, j'ai lu 50 Shades of Grey au complet, ce qui m'autorise à en parler. Parce que contrairement à tous les idiots sur Internet qui passent des jugements sans connaître de quoi il en retourne, je préfère m'informer avant de juger. C'est donc en toute connaissance de cause que je peux vous assurer que 50 Shades of Grey est le pire livre que j'ai lu de ma vie. Rendu à la page 311, je voulais le brûler, puis j'ai jamais eu envie de brûler autant un livre. Même depuis Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. J'ai détesté ce livre-là. La page 311 est la pire atrocité que j'ai pu lire, imprimée sur du papier. Mais avant de vous parler de la page 311, je vais commencer par le début. D'entrée de jeu, je dois dire que je déteste pas 50 Shades of Grey parce que c'est une histoire d'amour un peu cucu. En fait, je suis défenseur de ce genre de film-là. J'étais le premier à dire que Twilight est un divertissement crétin pour filles, au même titre que Pacific Rim est un divertissement crétin pour gars. Si les gars ont le droit de laisser leur cerveau au vestiaire pour regarder des gros robots se battre avec des monstres, les filles ont le droit de laisser leur cerveau au vestiaire pour regarder des beaux gars dire des belles choses. Dans les deux cas, moi je trouve ça vraiment plate, mais si vous aimez ça, tant mieux pour vous. C'est donc l'esprit très ouvert que j'ai commencé à lire le roman le plus lu au monde. Le roman le plus lu au monde. Ça commence par 300 pages de ce que tout le monde pense que c'est-à-dire un roman à l'eau de rose où le héros offre à sa dulcinée des coups de fouet plutôt que des roses. D'abord, on a Anastasia Steele, a.k.a. Anna. Vous vous souvenez des Simpsons, l'épisode où Homer se clone, puis le clone se clone, puis le clone est toujours plus débile que le clone d'avant. Mais Anastasia Steele, c'est ce qu'on obtiendrait à la 15e génération si c'était Bella Swan qu'on mettait dans la machine. Anastasia est incapable de mettre un pied devant l'autre sans s'effoirer par terre. Peut-être que Bella Swan est un personnage unidimensionnel, mais au moins elle avait une dimension. De l'autre côté, on a Christian Grey. Moi, je l'appelle Christian cause that guy's no Christian. Christian est magnifiquement beau. À chaque page, on nous rappelle à quel point il est beau. Chaque fois qu'elle pose les yeux sur lui, Anna est éblouie par sa beauté. Et même sous la torture, je serais incapable de vous le décrire. Vous savez, il y a eu un gros débat chez les fans pendant qu'on castait les acteurs pour ce rôle-là. Genre, non, pas lui, lui, non, pas lui, lui. Ça pourrait être n'importe qui. Il est juste beau. C'est tout ce qu'il y a. Ah oui, puis il est riche. Ridiculement riche. En fait, être un millionnaire de 25 ans, c'était pas assez. Fallait qu'il soit un multimilliardaire de 25 ans. Of course. L'histoire débute quand Anna accepte d'interviewer Christian à la place de Catherine, sa meilleure amie qui est trop malade pour mener l'entrevue elle-même. Quand elle entre dans le bureau de Christian Grey, elle s'enfarge dans les fleurs du tapis et tombe à quatre pattes. Je vous l'ai dit, elle est incapable de mettre un pied devant l'autre. Mais elle est parfaitement capable de se mettre un pied dans la bouche, comme lorsqu'elle lui demande sans aucune raison s'il est homosexuel. Pfff, Christian Grey peut pas être gay. Hollywood ne laissera jamais faire ça. Hein? À venir jusque-là, ma théorie à moi, c'est que 50 Shades of Grey, c'est le fantasme ultime des paresseuses. Pas besoin de surveiller ce que tu manges, pas besoin de faire du sport, pas besoin de t'instruire, même pas besoin de te coiffer. Tu peux être une moche qui porte un sac à patates, qui a jamais été capable d'additionner 2 et 2. Le plus beau et le plus riche des princes charmants va vous aimer à la seconde où il va poser les yeux sur vous. Ensuite, il y a l'aspect sexuel. La première relation sexuelle entre Anna et Christian est improbable. Premièrement, Anna est vierge. C'est bien correct d'être vierge à 22 ans, mais il y a quand même un problème si tu n'as jamais éprouvé de désir sexuel avant 22 ans. Genre, aucun homme, aucune femme, aucun fantasme, jamais, jamais rien avant l'homme. Puis ce serait parfaitement acceptable si Anna était asexuée, mais Dieu sait qu'elle ne l'est pas. Ensuite, Christian étant l'homme parfait, il a un pénis énorme. Anna est vierge. Aucune douleur, un léger inconfort et un orgasme quasi instantané. J'y connais pas grand-chose en sexualité féminine, mais je pense savoir que non. Ensuite, immédiatement après son orgasme, Anna lui fait une fellation. Ça le fait exploser. Il crie, se fige, et je sens un liquide chaud et salé me couler dans la gorge. J'avale rapidement. Burk. Burk.
J'ai vraiment été surpris par cette description-là. Je veux dire, Christian est tellement parfait, je m'attendais à ce que sa sève goûte le sirop d'érable. Pourquoi décider d'être réaliste à ce moment-là? Après leur première fois Vanilla, Christian introduit Anna à la chambre rouge de la douleur, ce qui sonne beaucoup plus dramatique que ce que c'est en réalité. Dans la chambre, il y a tout plein d'instruments de torture qui serviront jamais du livre. En fait, dans la majorité des scènes de sexe, Anna est juste attachée puis elle laisse Christian lui donner de multiples orgasmes. Dans une entrevue, E.L. James racontait qu'elle aimait l'idée d'être attachée parce qu'il y a énormément de honte chez certaines femmes à apprécier le sexe. Donc, en étant attachée, ça t'enlève cette barrière psychologique-là. And you're not responsible for your own actions, and then you can enjoy whatever's happening to you, and you have less shame. Ce qui peut être intéressant et triste. Mais on connaît tous la vérité. Quand une femme est attachée, elle n'a rien à faire. Elle a l'excuse idéale pour faire l'étoile et laisser le gars faire toute la job. Quand elle est attachée, Anna n'a rien d'autre à faire que de se laisser faire l'amour par Christian. Encore une fois, 50 Shades of Grey, c'est le fantasme des paresseuses. Depuis le début de la critique, j'utilise des images de Twilight pour illustrer mes propos et il y a une raison à ça. Sans Twilight, il n'y aurait jamais eu de 50 Shades of Grey. Littéralement. Parce que 50 Shades of Grey, au départ, c'était une fanfiction de Twilight. Si vous ignorez ce qu'est une fanfiction, c'est quand quelqu'un qui est, ou la plupart du temps n'est pas un auteur professionnel, décide d'écrire des histoires qui se passent dans un univers ou avec des personnages créés par d'autres. Par exemple, admettons que je suis un méga fan de Supernatural, je peux écrire des histoires sur Internet dans lesquelles il se passe ça. Donc, quand E.L. James a écrit 50 Shades, Anna était Bella, Christian était Edward, Catherine était Jessica, José était Jacob, etc., etc. Ce qui est arrivé ensuite, c'est que sa fanfiction est devenue tellement populaire qu'elle a voulu la vendre. Mais pour vendre, il faut avoir les droits. La solution, retirer les éléments paranormaux, changer les noms des personnages, et voilà, on se retrouve avec le roman le plus lu au monde. Ce qui me fait encore dire que 50 Shades of Grey est l'ultime fantasme des paresseuses. Et maintenant, on voit plein de fanfictions remporter du succès, même si elles sont mal écrites et même si elles ne font que piquer les personnages des autres. Mais c'est pas pour son crime contre la littérature que je déteste 50 Shades. C'est pas non plus parce que c'est atrocement mal écrit. Sérieux, je pense que Anna a autant d'orgasmes juste parce que l'auteur sait pas comment écrire une scène de sexe. Puis c'est pas non plus parce que c'est vraiment cave. Hey, si vous trouvez ça divertissant de regarder une connasse conne résister à l'amour d'un héros tellement parfait qui existe juste dans les mauvais romans à l'eau de rose, c'est bien correct avec moi. La raison pour laquelle j'éprouve autant de haine pour 50 Shades, c'est parce que je l'ai lu, moi, le livre. Jusqu'au bout. Puis quand je suis arrivé à la deuxième moitié du livre, je croyais pas ce que j'étais en train de lire. Ceux qui n'ont pas lu le livre pensent que c'est une petite histoire d'amour cucu. C'est un préjugé monstrueux. Ces personnes-là ont tort de penser comme elles pensent. Mais ce qui me dégoûte le plus, c'est les gens qui ont lu le livre puis qui trouvent cette poubelle-là romantique. Vous avez un sérieux problème dans la tête, dans votre vie ou dans votre couple, si vous pensez que ça, c'est romantique. Puis ça me fait capoter parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui comprend l'horreur qu'il y a dans ce livre-là. Enlighten me then. Vers la moitié du livre, Christian interdit à Anastasia de lever les yeux au ciel quand il lui parle, parce qu'il trouve ça irrespectueux envers lui. Quand elle lève les yeux au ciel pour la deuxième fois, Christian la prend, la jette sur son lit et la fesse. À de multiples reprises. Il la fesse pas pour son plaisir à elle, il la fesse pour exprimer son agressivité, sa violence, sa rage à lui. Puis pendant ce temps-là, Anastasia est pas en train de jouir, elle a mal, elle pleure, elle est terrifiée. Quelques minutes plus tard, à travers ses larmes, Anastasia lui demande pourquoi il aime battre les femmes. Ce à quoi Christian répond: « J'aime la sensation de contrôle que ça me procure, Anastasia. Je tiens à ce que tu te comportes d'une certaine façon et si tu n'obéis pas, je te punirai pour que tu apprennes à te comporter comme je le désire. » 50 Shades of Grey, c'est une histoire de violence conjugale. Le fait que le roman le plus lu au monde raconte une histoire de violence conjugale n'est pas un mal en soi. Ce qui me trouble, c'est que cette histoire de violence conjugale-là soit un fantasme. Ça me rentre pas dans la tête. C'est comme si le roman le plus lu au monde, c'était Jamais sans ma fille,
puis que toutes les lectrices aimaient cette histoire-là parce que, oh mon Dieu, que c'est donc bien romantique de se faire kidnapper dans un autre pays. Puis non, c'est pas un incident isolé. Tout le reste du roman est comme ça. Je prends plaisir à te punir. J'avais envie de te donner la fessée depuis que tu m'as demandé si j'étais gay. Ce souvenir me fait rougir. Eh bien, moi aussi, j'avais envie de me battre après cette question-là. Bref, tout ça, c'est la faute de Catherine Cavana. Si c'était elle qui l'avait interviewé et qui lui avait posé cette question, ce serait elle qui aurait mal aux fesses en ce moment. Il y a une scène de souper familial où Catherine fait exprès de rendre Christian jaloux. Puis Anna, elle lui en veut à son amie Catherine parce qu'elle sait qu'à cause d'elle, elle s'en va en manger une maudite après. Et elle a peur. Plus tard dans la soirée, Christian pogne Anna comme un sac à patates puis l'amène dans un hangar à bateau pour pas qu'il y ait de témoins. Puis là, Anastasia, elle capote, elle sait qu'elle va être toute seule avec lui puis qu'elle va en manger une maudite. Puis là, le chapitre se termine. Elle est terrifiée, elle dit « Au secours ». C'est écrit noir sur blanc. Elle a peur de ce gars-là. Elle a peur de ce que ce gars-là va lui faire. Plus loin, elle le supplie, elle pleure. Elle lui dit « C'est noir sur blanc, ne me bats pas, s'il te plaît ». Ça, c'est de la violence conjugale. Ce n'est pas du BDSM, contrairement à ce que l'auteur veut nous faire croire. Parce que les relations BDSM sont beaucoup plus saines. Ça se passe à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur d'un espace avec des règles. Et la personne soumise est un peu maître de la situation malgré tout. Il y a des mots qui sont mis en place, il y a des règles qui sont instaurées, et il y a des choses à ne pas franchir. Et c'est une question de confiance entre l'un et l'autre. C'est pas les premiers rendez-vous amoureux où tu te fais varger dessus, puis tu as peur parce que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Puis dans les relations BDSM, le dominant est dominant seulement dans les jeux sexuels. Il n'est pas dominant dans la relation. Ça, c'est malsain. Cette relation-là, c'est une relation abusive. What's wrong with you, woman? Imaginez 30 secondes qu'on inverse les rôles. Imaginez que ce roman-là est écrit par un homme. C'est un homme qui dit aux autres hommes, hey, imaginez là, comment ça serait cool. Vous avez une femme, elle fait quelque chose de pas correct, t'as frappe. Non seulement elle apprend la leçon, mais en plus elle aime ça. Puis après, vous avez du super bon sexe. Là, on se dirait, waouh, cet homme-là a vraiment un problème dans la tête. Mais parce que c'est une femme, c'est sain. Vous savez, quand Twilight est sorti, il y a plein de gens qui ont manifesté leurs craintes en disant que Bella était pas un bon modèle pour les adolescentes parce que Bella essaie de se suicider ou parce qu'elle prend des mauvaises décisions. Ce à quoi je réponds, bullshit! Les adolescentes vont pas se suicider parce que Bella a essayé de le faire. Si c'était le cas, les adolescentes se suicideraient depuis Roméo et Juliette. Non, les adolescentes sont capables de réfléchir par elles-mêmes. Mais vous savez qui n'est pas capable de réfléchir normalement? Les victimes de violences conjugales. Croyez-moi, j'en connais un rayon sur la violence conjugale et je comparais un couple abusif, une relation abusive, un peu à une secte. Sauf que c'est un peu une secte, sauf que c'est une secte à deux personnes. Donc, il y a le violent et la personne qui est abusée. Et si le violent, et c'est vraiment fascinant et épeurant de se rendre compte que si l'homme violent dit à sa femme violentée, « Hey, le ciel, il est rouge », la femme, elle va le voir rouge. Elle va croire tout ce que l'homme va lui dire parce qu'elle a peur de lui, tout simplement. Elle absorbe toutes ces croyances folles-là. Comme un chef de secte va te faire croire que des aliens vont te sauver de la fin du monde. Ça n'a pas de sens, mais ces gens-là manipulent les autres. Le message qu'E.L. James est en train d'envoyer au monde, c'est « Toi, femme victime de violence conjugale, reste. » Dans le fond, c'est sexy comme situation. Puis, si vous vous aimez assez tous les deux, il va changer. Ça, c'est le message qu'il y a là-dedans. Et c'est un message qui est confirmé par toutes les lectrices qui disent « Ah, c'est donc bien romantique. Ah, c'est une belle histoire. Christian Grey est tellement parfait. » Et les femmes disent ça. Je me suis fait regarder
avec des couteaux dans les yeux chaque fois que je dis que Christian Grey est un chien sale. Puis là, je vais être parfaitement honnête avec vous, j'ai seulement lu le premier tome, je sais que ça se termine bien à la fin du troisième livre, je sais que ça se termine en mariage, puis en belle fin de roman à l'eau de rose. Puis je sais pas qu'est-ce qui se passe dans les deux autres. La relation s'améliore manifestement. Christian Grey change manifestement. Et je sais pas si c'est par amour pour elle qu'il décide de changer ou si c'est parce qu'elle réussit à le changer. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est très irréaliste et c'est un message abominable à envoyer aux femmes. Puis le message du livre me dérangerait pas tant que ça si c'était pas un si grand succès. Puis le pire, c'est que c'est même pas un succès sarcastique à la Friday de Rebecca Black. Non, non, non. Les gens aiment ça pour vrai. Ils trouvent ça bon, ils trouvent ça romantique, ils trouvent ça beau, puis ça me fait capoter. Dans quel monde on vit? Je suis conscient qu'un fantasme, c'est juste un fantasme. On peut fantasmer sur toutes sortes de choses. On peut fantasmer sur des T-Rex, apparemment. On peut fantasmer sur le viol. On peut fantasmer sur plein de choses. Ce qui ne veut pas dire qu'on a forcément envie de vivre ces situations-là. Ce sont des fantasmes et des fantasmes, par définition, c'est quelque chose qui reste dans notre tête. Mais qu'est-ce que ça dit sur nous quand le fantasme le plus répandu, c'est un fantasme de violence conjugale et de relations abusives? Vous savez, il y a une bien meilleure version de 50 Shades of Grey qui s'appelle 9 semaines et demie. Dans son livre, Elizabeth McNeil raconte une liaison qu'elle a eue pendant un peu plus de 2 mois, une relation qui l'a complètement détruite. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est que ni la narratrice ni son amant sont nommés. C'est toujours « je » et « il ». Ça donne un aspect vraiment impersonnel au livre. Cette histoire-là, c'est l'histoire de n'importe qui. Dans le film, elle s'appelle Elizabeth parce que c'est le nom de l'auteur, et il s'appelle John. Le plus bizarre, c'est que dans la suite, ils l'ont baptisé John Grey. Weird, I know. John adore contrôler Elizabeth. Il aime l'humilier. Quand elle lui obéit pas, il utilise la force, il la terrorise. Ensuite, il lui achète des belles choses, mais c'est toujours pour le satisfaire lui. Il lui achète une robe pour son plaisir à lui. Il y a une scène qui a marqué l'imaginaire collectif quand le film est sorti, la fameuse scène du frigo. Elle a été vue et revue, analysée, parodiée. Je pense que les gens ont trouvé cette scène-là sexy, mais moi, tout ce que je vois, c'est une poubelle qui se fait remplir de déchets. Mais personnellement, chaque fois que je vois la scène, ça me fait... Bref, John entraîne Elizabeth dans ses jeux pervers et violents, comme Christian le fait avec Anna. Pourquoi est-ce que 9 semaines et demie est meilleur que 50 Shades? Parce que ça finit pas bien! Ceci n'est pas une histoire romantique. Dans le film, quand elle en a assez, elle se lève, pleure, s'en va, se retournant à l'occasion, sachant qu'elle prend la bonne décision, même si elle souffre. Dans le livre, c'est encore meilleur. Quand nous sommes sortis du métro, je pleurais encore. Je pleurais en montant les escaliers. À quelques mètres de la bouche du métro, il m'a fait redescendre, revenir à la maison. Il m'a poussé sur le canapé du salon et m'a crié « Vas-tu me dire qu'est-ce qui se passe, bon Dieu? » Je savais pas ce qui se passait. Tout ce que je savais, c'est que je pouvais pas m'arrêter de pleurer. À 6 heures, je pleurais toujours. Il m'a amené à l'hôpital, on m'a donné des calmants, et au bout d'un moment, j'ai cessé de pleurer. Le lendemain, j'ai commencé un traitement qui a duré 6 mois. Je l'ai jamais revu. Quand mon corps a recouvré son équilibre normal, j'ai couché avec un autre homme. Je me suis aperçu que mes mains gisaient inertes sur les draps. J'avais oublié ce qu'on pouvait faire avec elles. Certes, je suis de nouveau une adulte responsable, mais j'ai l'impression que quelque chose s'est physiquement détraqué en moi. Des années ont passé et je me demande parfois si mon corps pourra jamais enregistrer autre chose que des sensations tièdes et moyennes. C'est ça qui arrive quand on passe à travers ça! 9 semaines et demie est un excellent livre. Lisez ça à la place de 50 Shades. So crazy in love, got me looking so crazy in love. Bien sûr que je vais aller voir le film, puis j'ai même honte de le dire, mais j'ai hâte de le voir le film. J'ai hâte de rire chaque fois que Christian va lui demander de ne pas mordre sa lèvre ou il va lui dire de manger. Mange!
Puis je vais rire si et à chaque fois qu'elle va parler de sa déesse intérieure. Honnêtement, j'attends ce film-là comme le prochain Showgirls. Puis j'ai hâte de voir comment ils vont transposer ça à l'écran. J'ai hâte de voir si la relation va être aussi violente que dans le roman ou s'ils vont l'édulcorer. Puis j'ai surtout hâte de voir comment les gens vont réagir devant ces images-là. Quand on lit un livre, on peut s'imaginer les choses à notre façon, mais quand on voit un film, on a l'image dans notre face. Puis je me demande vraiment comment, s'ils sont fidèles au livre, comment les gens vont réagir quand ils vont voir ces images-là. Je me demande si les gens vont réaliser à quel point cette relation-là est malsaine. J'ai vraiment hâte d'aller voir le film, mais en même temps, j'ai honte. Parce qu'en payant pour aller le voir, moi aussi, je fais partie du problème. Je voulais vous dire aussi que j'ai utilisé la forme masculine pour parler de l'homme violent et j'ai parlé de la victime comme étant une femme victime de violence conjugale. J'ai fait ça uniquement pour alléger le texte parce que je sais, pour avoir été témoin, que la violence conjugale, il y a des hommes qui en sont victimes et il y a des femmes qui sont violentes, qui abusent de leur chum ou de leur copine. La violence conjugale prend toutes sortes de formes et elle n'a aucun préjugé et aucune barrière, malheureusement. Et bref, je veux juste vous dire que je suis parfaitement conscient que ça arrive malheureusement. Et voilà quelque chose sur lequel on devrait travailler. Voilà quelque chose sur lequel on devrait débattre un peu plus. Mais ça, c'est tout un autre sujet et il va falloir en parler dans un autre épisode. Puis c'est de même, je te pars une saison 3.